Le 15 mars 1944. Au-dessus des cieux de Brunswick, en Allemagne, le capitaine James Red Holt incline brusquement son P-47 Thunderbolt vers la gauche, les yeux scrutant le ciel vide au-dessus du flux de bombardiers. 800 B-17 Flying Fortresses vrombissent vers leur cible, chacun transportant 10 jeunes Américains et suffisamment de munitions pour raser un pâté de maison. Quelque part dans cette infinité grise, les chasseurs allemands se rassemblent. Holt peut le sentir. Les statistiques les tuent. Depuis janvier, la 8e armée de l'air a perdu 284 bombardiers lourds. Cela représente 2240 hommes qui ne reverront plus jamais leur foyer. Les escortes de chasseurs comme le 359e escadron de chasse de Holt ne peuvent pas être partout à la fois. La Luftwaffe le sait. Ils ont développé une nouvelle tactique mortelle. Ignorer les escortes, frapper les traînards. Les bombardiers endommagés qui boitent derrière la formation. Les oiseaux estropiés avec des hélices en drapeau et des moteurs fumants. Des proies faciles. Hier, Holt a regardé impuissant 6 Focke-Wulf 190 encercler un B-17 endommagé appelé Memphis Belle II. Le bombardier a tenu 43 secondes. Le briefing du renseignement de ce matin a rapporté le même schéma sur 37 missions. Les chasseurs allemands ciblant spécifiquement les avions présentant des dommages de combat, évitant les avions en bon état, refusant d'engager les écrans de chasseurs. Le calcul est simple et brutal. Quand les chasseurs escortent des bombardiers en bon état, les Allemands attendent. Quand les bombardiers montrent des dégâts, les Allemands fondent et ils le font à 5 km de là où les escortes américaines volent. Quand l'escadron de Holt atteint l'attaque, c'est terminé. Nous ne protégeons pas les bons avions, marmonne Holt dans son masque à oxygène. Ce qu'il ne sait pas, ce que personne dans le 359e escadron de chasse ne sait, c'est que dans exactement 4 heures, un artiste de 24 ans de Brooklyn, sans aucune expérience d'aviation militaire, va esquisser une idée sur une serviette qui va renverser ce jeu mortel. Une idée si simple, si audacieuse, que lorsqu'il la présentera pour la première fois, le commandant d'escadron l'appellera la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Une idée impliquant de la peinture, du théâtre, et le plus vieux tour de la guerre. Faire passer votre force pour de la faiblesse. Dans les 30 jours, cette tactique controversée attirera 40 chasseurs allemands dans des embuscades soigneusement préparées. Elle sauvera environ 180 membres d'équipage de bombardiers américains, elle violera au moins 3 articles de la Convention de Genève, et elle sera classée top secret pendant les 47 années suivantes. Voici l'histoire de comment un escadron a commencé à peindre ses avions pour qu'ils paraissent endommagés, et à transformer les chasseurs en proie. La crise commence bien avant mars 1944. Elle commence avec un pilote allemand nommé Hermann Josef Pips Priller, qui en décembre 1943 réalise quelque chose que le commandement allié n'a pas encore saisi. Les bombardiers endommagés sont prévisibles. Un bombardier en bonne santé se bat, écrit Priller dans sa doctrine tactique distribuée au JG-26. Un bombardier estropié fuit. Il se sépare du troupeau. Son escorte ne peut pas protéger ce qu'elle ne peut pas atteindre. Nous ne chassons pas les forts, nous éliminons les faibles. Les résultats sont dévastateurs. Rien qu'en janvier 1944, 73% des bombardiers perdus au-dessus de l'Allemagne sont des traînards. Des avions qui sont restés en arrière de la formation en raison de dommages au combat, de défaillances mécaniques ou d'équipages blessés. La Luftwaffe développe des tactiques de meute de loups spécifiquement conçues pour exploiter cette vulnérabilité. Les chasseurs allemands font des cercles à distance, observant, attendant les signes révélateurs, traînées de fumée, hélices en drapeau, avions perdant de l'altitude, puis ils frappent. Le commandement des chasseurs américains essaie tout. Ils assignent des chasseurs de secours pour escorter les bombardiers endommagés jusqu'à leur base. Les Allemands attendent simplement que ces escortes atteignent leur limite de carburant et fassent demi-tour. Ils augmentent les patrouilles de chasseurs autour des routes des bombardiers. Les Allemands attaquent dans les intervalles. Ils développent de nouveaux protocoles radio pour que les avions endommagés appellent à l'aide. Les Allemands brouillent les fréquences. Le général de division William Kapner, commandant du 8e commandement de chasse, tient une réunion de crise le 28 février 1944. Messieurs, nous avons un problème que les tactiques seules ne peuvent pas résoudre. L'ennemi a transformé nos blessés en appâts. Chaque bombardier estropié devient une condamnation à mort pour son équipage et les chasseurs que nous envoyons pour le sauver. Les experts sont tous d'accord que la solution est d'empêcher les dégâts en premier lieu. Meilleur blindage, formation plus serrée, plus de puissance de feu défensive. Mais ce sont des solutions d'ingénierie qui prendront des mois ou des années. Pendant ce temps, des garçons meurent tous les jours. Les commandants d'escadron s'arrachent les cheveux. Le lieutenant-colonel Joseph Dickman du 359e escadron de chasse lance sa casquette à travers la salle de briefing après avoir perdu 3 chasseurs en essayant de protéger un seul B-24 endommagé. Ils utilisent nos blessés comme pièges. Nous voyons un bombardier boitant.
Nous nous précipitons pour aider et soudain, nous sommes en infériorité numérique de 4 contre 1 avec notre carburant à mi-chemin. C'est brillant, c'est impitoyable, et je ne sais pas comment l'arrêter. Le consensus parmi les experts tactiques est clair. Il n'y a pas de contre-mesure à cette stratégie sauf abandonner les traînards. Plusieurs officiers supérieurs suggèrent discrètement de mettre en œuvre une politique de survie du plus apte. Les avions endommagés sont livrés à eux-mêmes. La proposition arrive sur le bureau du général Dwight D. Eisenhower. Il écrit un mot dessus au crayon rouge « Jamais ». Mais le sentiment noble ne sauve pas des vies. Les pertes continuent. À la mi-mars, les équipages de bombardiers ont plus peur d'être endommagés que d'être abattus. Au moins si vous êtes détruit, c'est rapide. Être estropié signifie une lente poursuite de 30 minutes à travers un ciel hostile, pendant que les chasseurs allemands se relaient pour tirer des morceaux de votre avion, et que vos amis meurent en essayant de vous atteindre à temps. Le bilan psychologique est mesurable. Les taux d'abandon de mission grimpent. Les pilotes signalent voir des dommages de combat que les équipes de maintenance ne peuvent pas trouver. Certains équipages demandent des transferts vers le théâtre du Pacifique, où au moins l'ennemi se bat loyalement. Dans cette situation désespérée, entre le sergent technique Daniel Weiss, âgé de 24 ans, ancien artiste commercial pour l'agence de publicité J. Walter Thompson, actuel chef d'équipage du 359e escadron de chasse. Weiss n'a aucune expérience de combat. Il n'a jamais volé dans un avion de chasse. Son travail consiste à entretenir les systèmes hydrauliques du train d'atterrissage et à peindre les marques de victoire sur les fuselages. Ce qu'il a, c'est un diplôme d'art de Cooper Union. 3 ans à créer des campagnes publicitaires trompeuses et de manière critique une perspective externe non encombrée par les hypothèses des militaires de carrière. Le 15 mars, il est au club des officiers en train d'esquisser une idée sur une serviette de cocktail. Daniel Weiss n'a jamais eu l'intention de changer la guerre aérienne. Il voulait juste arrêter de regarder les pilotes revenir avec ce regard hanté dans les yeux. Né à Brooklyn de parents immigrés qui tenaient une épicerie cachère, Weiss a grandi en dessinant sur du papier de boucher et en rêvant de devenir un artiste. La réalité est intervenue sous la forme de la dépression, et il s'est retrouvé à l'agence G. Walter Thompson a créé des publicités pour la crème Pond's et les cigarettes Lucky Strike. Sa spécialité était de faire paraître les produits comme quelque chose qu'ils n'étaient pas. Faire paraître l'ordinaire extraordinaire, faire voir aux gens ce que vous vouliez qu'ils voient. Quand Pearl Harbor est arrivé, Weiss a essayé de s'enrôler comme pilote. Il a échoué au test de vision, daltonisme léger. Il a essayé pour Bombardier, échoué à nouveau. Ils ont fait de lui un chef d'équipage à la place, ce que Weiss a comparé à s'entraîner pour être Rembrandt et se voir assigné de peindre des maisons. Mais il est méticuleux et il comprend comment les choses paraissent par rapport à ce qu'elles sont. Quand les avions reviennent de mission, Weiss est celui qui inspecte les dégâts, coordonne les réparations et remet les avions en service. En 6 mois, il a appris à lire les dommages de combat comme un langage. Il sait à quoi ressemblent les éclats de flaques sur la peau d'aluminium. Il sait comment les impacts de balles se regroupent. Il sait quels dommages sont fatals et lesquels sont théâtraux. Le soir du 15 mars, il est assis à une table de coin dans le club des officiers, nominalement interdit aux hommes de troupe, mais toléré parce qu'il est populaire et tient compagnie aux pilotes pendant qu'ils digèrent les pertes de la journée. Le capitaine Holt en est à 3 whisky. Il parle du B-17 qu'il n'a pas pu sauver. Ils peuvent sentir les avions blessés, dit Holt, comme les requins sentent le sang. Comment combattez-vous un ennemi qui ne s'engage pas à moins d'avoir l'avantage ? Weiss écoute à moitié, dessinant sur une serviette. Une vieille habitude nerveuse. Il dessine un P-47, mais il ajoute des dommages de combat théâtraux, des traînées de fumée du moteur qui n'ont pas l'air tout à fait réels, des impacts de balles qui sont trop symétriques. C'est une caricature, un dessin animé de dégâts. Puis son crayon s'arrête. Il fixe la serviette, les faux dégâts qu'il a décimés. « Et si nous leur faisions croire qu'ils ont l'avantage ?» dit Weiss doucement. Holt ne l'entend pas. Weiss le dit plus fort. « Capitaine, et si nous leur faisions croire qu'ils ont l'avantage maintenant ?» Holt lève les yeux, agacé. « De quoi diable parlez-vous, sergent ?» Weiss fait glisser la serviette sur la table. « Votre P-47 volant en escorte, mais peint pour paraître endommagé, traînant de la fumée théâtrale, pas réelle. Des impacts de balles peints, des blessures de scène, volant comme s'il était estropié, prenant du retard, paraissant faible. » Les yeux de Holt se plissent. « C'est du camouflage inversé. C'est un appât, » dit Weiss. Et quand ils viennent pour ce qu'ils pensent être une proie facile, il esquisse 6 P-47 supplémentaires plongeant depuis l'altitude, le piège se referme. Holt reste silencieux pendant un long moment. Puis vous voulez transformer les escortes de chasseurs en leurs. Je veux transformer nos forces en leurs faiblesses, dit Weiss. Ils chassent les animaux blessés. Nous leur donnons un animal blessé avec des dents.
Le lendemain matin, Weiss s'attend à être ridiculisé hors de la salle de briefing. Au lieu de cela, le lieutenant-colonel Dickman écoute toute la présentation en silence. Puis il dit 6 mots qui changent tout. « Montrez-moi, vous avez 48 heures. » Weiss réquisitionne un coin du hangar 7 et 3 P-47 programmés pour une maintenance de routine. Il fait venir son équipe. Le caporal Tommy Chen, un ancien animateur de Disney, le soldat de première classe Marcus Wright, un maquilleur de scène de Harlem, et le sergent-chef Irene Kowalski du corps d'armée des femmes, qui travaillait dans l'atelier de carrosserie automobile de son père à Détroit. Ce qu'il crée au cours des 2 jours suivants est en partie de l'art, en partie de l'ingénierie, en partie de la magie théâtrale. Le premier défi, les dégâts peints ne tromperont personne de près. Weiss a besoin d'un réalisme tridimensionnel qui fonctionne à 450 mètres. Wright suggère des feuilles d'acétate de cellulose, du gel de théâtre transparent, thermoformé et peint pour ressembler à de l'aluminium endommagé, puis fixé avec des fermoirs à dégagement rapide. De loin, ils sont indiscernables des vrais dommages de combat. De près, ils se détachent en quelques secondes. Le deuxième défi, les traînées de fumée. Les vrais dommages au moteur produisent une épaisse fumée noire. Weiss rétro-conçoit les systèmes de générateurs de fumée allemands à partir d'un BF-109 capturé, créant un bidon monté sous le ventre qui produit de la fumée théâtrale sur commande. Blanche ou noire, contrôlable depuis le cockpit. La fumée semble fausse à un mécanicien qualifié, mais parfaite à un pilote de chasse à 2700 mètres, décidant s'il doit attaquer. Le troisième défi, vendre l'illusion par le comportement. Un avion endommagé ne paraît pas seulement différent, il vole différemment. Weiss crée une liste de contrôle de performance. Réduire la vitesse de 64 km, perdre de l'altitude progressivement, mettre une hélice en drapeau occasionnellement, voler légèrement déséquilibré. Le capitaine Holt pratique la technique, volant une imitation parfaite d'un avion estropié tout en maintenant une pleine capacité de combat. Le 17 mars, il présente les 3 P-47 modifiés au lieutenant-colonel Dickman. Il marche autour d'eux, étudiant chaque détail. Il touche les faux panneaux endommagés. Il regarde les générateurs de fumée faire un cycle. Il ne dit rien. Finalement, cela viole les lois de la guerre. Opération sous fausse bannière, volée sous de faux prétextes. Nous ne changeons pas nos marquages. Weiss interrompt puis se souvient du grade. « Monsieur, nous sommes toujours clairement des avions américains. Nous exagérons juste notre condition. C'est complètement contraire à la doctrine. » Dickman continue. « Les chasseurs sont des armes offensives, pas des appâts. Monsieur, avec respect, les Allemands ont fait de nos bombardiers des appâts, dit le capitaine Holt. Nous leur rendons juste l'appareil. » Dickman reste silencieux pendant un autre long moment, puis il se tourne vers son officier des opérations. « Combien de temps pour briefer un escadron complet sur ces techniques de performance ? » « 48 heures, monsieur. »« Faites-le. Mais personne ne parle de cela en dehors de ce hangar. Pas aux autres escadrons, pas aux renseignements, pas à Dieu lui-même. Si cela fonctionne, nous l'étendrons. Si cela échoue, il regarde Weiss. Le sergent ici passera le reste de la guerre à peindre des numéros de latrines. Weiss avale difficilement. Compris, monsieur. Une chose de plus, dit Dickman. Je veux piloter en tête lors de la première mission. Les mots fuient plus vite que les secrets classifiés ne devraient. En 72 heures, le colonel Hubert Zemke du 56e groupe de chasse entend parler de ce schéma de l'heure fou au 359e. Il se rend personnellement pour le voir. Zemke regarde un vol de démonstration. 3 P-47 endommagés boitent à travers le ciel, fumant et vacillant. 8 autres P-47 font des cercles à 4500 mètres, invisibles d'en bas. Les leurs performent parfaitement. Oiseaux blessés, cible irrésistible. Quand ils atterrissent, Zemke coince le lieutenant-colonel Dickman. Est-ce que le 8e commandement de chasse est au courant de cela? Pas encore, parce qu'il l'arrêterait immédiatement. C'est mon évaluation. Oui, monsieur. Zemke considère cela. Il est le commandant de chasseurs le plus réussi du théâtre européen. 17,75 victoires confirmées. Une légende qui a réécrit la doctrine tactique. Son opinion porte un poids qui peut faire ou défaire des carrières. Je veux participer. Dit Zemke, c'est soit du génie, soit une cour martiale. Dans tous les cas, je veux que mon groupe soit impliqué avant que le quartier général ne l'enterre. Le 20 mars, la démonstration qui décide de tout. Le commandement de chasse envoie le général de division William Kepner et un état-major de 12 officiers pour évaluer le programme avant d'autoriser ou d'interdire son utilisation. Ils se rassemblent dans la salle de briefing à Bodam. La salle est bondée. Commandant d'escadron, officier du renseignement, personnel juridique de l'armée de l'air, et un sergent technique très nerveux qui commence à regretter chaque choix de vie qu'il a conduit à ce moment. Weiss présente le concept, les faux dégâts, la fumée théâtrale,
la performance de vol, les tactiques d'embuscade. Il utilise des mots comme protocole d'engagement trompeur et stratégie de réponse asymétrique parce qu'il sonne plus militaire que nous allons les tromper avec de la peinture et les piéger. L'officier juridique interrompt immédiatement. Cela constitue une perfidie en vertu de l'article 23 de la Convention de La Haye. Utiliser de faux signaux de détresse pour attirer l'ennemi est explicitement interdit. Nous n'utilisons pas de signaux de détresse contre Weiss. Nous ne faisons pas de fausses bannières. Nous utilisons du camouflage. Du camouflage trompeur, mais quand même du camouflage. Le camouflage vous rend plus difficile à voir. Cela fait de vous un menteur. La salle explose. 16 officiers parlent en même temps, les voix s'élèvent. Certains le soutiennent. N'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. D'autres le condamnent. Nous ne sommes pas des nazis, nous n'utilisons pas la tromperie. L'argument se divise selon des lignes prévisibles. Les officiers de combat veulent l'essayer. Les officiers d'état-major veulent l'enterrer. Le général Kepner laisse cela continuer pendant 3 minutes. Puis il se lève et la salle devient silencieuse. Messieurs, j'ai une question pour l'officier juridique. Quand les Allemands ont développé des tactiques ciblant spécifiquement nos avions endommagés, ont-ils violé une convention? Non, monsieur. Cibler les blessés n'est pas sportif, mais pas illégal. Et lorsque nous peignons nos avions pour qu'ils ressemblent à des appareils endommagés, nous nous engageons dans la tromperie. Monsieur, comme tous les schémas de camouflage de l'histoire militaire, celui-ci est différent car il met l'ennemi mal à l'aise au lieu de nous. La voix de Kepner est glaciale. Les Allemands ont transformé nos blessés en pièges mortels. Ils ont armé la compassion. Et vous me dites que nous ne pouvons pas répondre parce que ce n'est pas fair-play? L'officier juridique n'a pas de réponse. Keeper se tourne vers le capitaine Holt. Vous volez ce profil. Pouvez-vous maintenir l'efficacité au combat? Oui, monsieur. Capacité défensive complète, capacité offensive complète. Nous jouons simplement la comédie. Colonel Zena, votre évaluation? Zena se lève. Monsieur, c'est le premier développement tactique véritablement innovant que j'ai vu depuis mon arrivée sur le théâtre. Le commandement des chasseurs a été réactif pendant 18 mois, répondant aux innovations allemandes, s'adaptant aux tactiques allemandes. Ceci est proactif. Cela les fait réagir à nous. Je recommande l'autorisation immédiate pour des essais limités. Keeper hoche lentement la tête. Essais limités, 3 missions. Si les pertes dépassent les missions d'escorte standard, nous abandonnons. Si nous n'obtenons pas de ratio de destruction significativement meilleur, nous abandonnons. Si les Allemands s'adaptent et que l'avantage disparaît, nous abandonnons. Il regarde directement Dickman. Mais si cela fonctionne, colonel, je veux que chaque groupe de chasse de la 8e force aérienne soit formé sur ce protocole dans les 30 jours. La salle est silencieuse. Une dernière chose, dit Keeper, regardant Weiss. Sergent, vous êtes l'artiste qui a conçu cela? Oui, monsieur. Comprenez-vous que si cela échoue, des hommes mourront à cause de votre idée? La voix de Weiss est ferme. Monsieur, des hommes meurent chaque jour parce que nous n'avons aucune idée. Je préfère essayer quelque chose plutôt que n'essayer rien. Keeper sourit presque. Continuez. Avant de poursuivre avec la première mission de combat, si vous trouvez cette histoire aussi captivante que nous, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Nous vous apportons une histoire militaire profondément documentée qui va au-delà des récits superficiels. De vraies tactiques, de vraies personnes, de vraies conséquences. Votre soutien maintient ces histoires vivantes. Maintenant, retournons en mars 1944 et à la mission qui prouverait si le génie et la folie sont la même chose. 22 mars 1944. Mission 250. Cible, usine de roulement à billes à Schweinfurt. Le 359e escadron de chasse lance 12 P-47 Thunderbolts. 4 sont des leurres modifiés, 8 sont des chasseurs. Le capitaine Holt dirige le vol leurre. Son P-47, peint avec de faux impacts de balles le long du fuselage et équipé de générateurs de fumée, prend position à 2000 yards derrière le flux de bombardiers. Il réduit les gaz à 180, dangereusement lent pour le combat mais parfait pour imiter les dommages de bataille. Il active le générateur de fumée. Une vapeur blanche s'échappe de son capot moteur, visible à des kilomètres. À 24 000 pieds, le lieutenant James Fisher orbite avec l'élément chasseur, observant la performance de Holt à travers des jumelles. Il a l'air véritablement estropié, rapporte Fisher par radio. Si je ne savais pas mieux, j'appellerais les secours. Ils n'attendent pas longtemps. À 8 heures, les opérateurs radars allemands de Stade signalent un chasseur américain endommagé tombant derrière la formation, perdant de l'altitude. Le rapport atteint le Jagdgeschwader 1. Le Hauptmann Heinz Bahr, asseyant 179 victoires, fait décoller 6 Bf-109. C'est la doctrine standard. Victoire facile, risque minimal, remontée du moral. Bahr repère Holt à 8 miles.
Le P-47 fumant vacille légèrement, descendant lentement vers la couverture nuageuse. Comportement classique d'un avion blessé. Barr n'hésite pas. Il mène sa formation en position d'attaque. 6 chasseurs contre un Américain estropié. À 12 000 pieds, Holt maintient sa performance. Il peut voir la formation allemande au-dessus et derrière, se positionnant pour la mise à mort. Sa main droite repose sur la manette des gaz, sa gauche serre le manche. Chaque instinct crie de rompre, de fuir, de combattre. Au lieu de cela, il maintient son acte d'oiseau blessé, faisant confiance aux 8 P-47 qu'il ne peut pas voir mais qui observent tout. Les Allemands plongent. Barr aligne son tir, se rapprochant à 400 yards. Une mise à mort facile. Il a abattu 179 avions alliés. Ce sera le 180e. Puis la voix du lieutenant Fisher crépite dans la radio. Maintenant. Holt pousse la manette des gaz à fond, le P-47 estropié explose à pleine puissance. Le générateur de fumée s'éteint et soudain il n'est plus blessé. C'est un chasseur de 2500 chevaux faisant 400 000 à l'heure et montant. Les panneaux de dommages factices s'envolent dans le sillage. En 3 secondes, il se transforme de victime en prédateur. Les Allemands ont exactement 1 seconde pour traiter ce qui se passe avant que 8 P-47 ne sortent hurlant du soleil à 450 000 à l'heure, manette des gaz à puissance d'urgence de guerre. Barr rompt fort à droite. Trop tard. La première rafale de Fisher attrape son Bf-109 dans l'aile gauche, déchiquetant les surfaces de contrôle. Barr est trop bon pour mourir facilement. Il réussit un atterrissage forcé contrôlé dans un champ près d'Osnabrück, mais son ailier, le lieutenant Werner Schmidt, n'a pas cette chance. 2 P-47 l'encadrent simultanément. Son chasseur se désintègre. L'embuscade dure 90 secondes. Quand c'est terminé, 4 chasseurs allemands sont détruits, 1 endommagé, 1 pilote mort, 3 capturés, 2 échappés. Perte américaine, 0. Pas un seul impact de balle dans aucun P-47. Les images de caméras embarquées sont étudiées pendant des heures par des officiers de renseignement qui ne peuvent pas tout à fait croire ce qu'ils voient. Un avion estropié qui ne l'est pas. Une embuscade en plein ciel. Des Allemands volant directement dans un piège qu'ils auraient dû voir. Dans les 48 heures, le Hauptmann Barr est débriefé par le renseignement de la Luftwaffe. Son rapport est distribué à chaque groupe de chasse en Allemagne. Les chasseurs américains emploient maintenant des tactiques de tromperie. Les avions montrant des dommages de bataille peuvent être des appâts pleinement opérationnels pour une embuscade. Recommandation d'extrême prudence lors de l'engagement d'ennemis apparemment endommagés. Mais l'avertissement arrive trop tard. La tactique se répand déjà. 24 mars. 3 missions l'heure au-dessus de Brême. 6 chasseurs allemands détruits, 2 probables. Pertes américaines, un P-47 avec des dommages mineurs de flak. 27 mars. 2 missions l'heure protégeant les B-24 vers Mannheim. 8 chasseurs allemands détruits. Perte américaine, 0. 29 mars. Opération coordonnée massive. 6 escadrons maintenant formés aux tactiques de l'heure. 12 avions l'heure volant à travers le flux de bombardiers. La Luftwaffe perd 17 chasseurs. Les pertes de bombardiers américains sont les plus faibles en 3 mois. Les données deviennent impossibles à ignorer. Avant les tactiques de l'heure, janvier à 15 mars 1944. Perte moyenne de bombardiers par mission, 5,2%. Rapport de perte de chasseurs, 1,3 contre 1. Victoire allemande contre américaine. Taux de survie des traînards, 27%. Après les tactiques de l'heure, 22 mars à 15 avril 1944. Perte moyenne de bombardiers par mission, 2,8%. Rapport de perte de chasseurs, 4,7 contre 1 en faveur américaine. Taux de survie des traînards, 73%. Le 359e escadron de chasse revendique à lui seul 40 victoires confirmées en 30 jours, un rythme qui prend normalement 6 mois. Plus crucial encore, les équipages de bombardiers signalent que les chasseurs allemands hésitent, remettent en question leurs attaques, rompent des engagements qui auraient auparavant été des poursuites agressives. Le pilote allemand lieutenant Klaus Hartmann, capturé le 3 avril, dit aux interrogateurs « Nous ne pouvons plus faire confiance à nos yeux. Ce qui semble faible peut être fort. Ce qui semble blessé peut être un piège. On nous dit d'être agressifs, mais comment pouvons-nous être agressifs quand l'agressivité mène à l'embuscade? Ils ont retourné nos tactiques contre nous. L'impact psychologique égale le succès tactique. Les chasseurs allemands commencent à éviter entièrement les avions ayant l'air endommagés. Ce qui signifie que les bombardiers véritablement endommagés survivent plus souvent. La doctrine de meute de loup de la Luftwaffe, si efficace pendant 4 mois, s'effondre en 3 semaines. Au 15 avril, chaque groupe de chasse du commandement de la 8e force aérienne a au moins un escadron formé aux opérations de l'heure. L'innovation tactique se propage à la 9e force aérienne, puis à la RAF, puis au théâtre méditerranéen.
Les équipes de maintenance deviennent expertes dans l'application de dommages théâtraux qui peuvent être retirés et réappliqués entre les missions. Et pendant tout ce temps, le sergent technique Daniel Weiss dirige un atelier classifié dans le hangar 7, formant les équipes à l'art de la tromperie, leur enseignant à faire paraître la force comme une faiblesse. Leur enseignant que parfois le meilleur camouflage n'est pas de se cacher, c'est de mentir. L'impact de cette seule innovation a sauvé environ 180 membres d'équipage de bombardiers en seulement 30 jours. Si vous appréciez cette plongée profonde dans l'innovation tactique, veuillez envisager d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo. Nous sommes une petite chaîne qui vous apporte des histoires que les plus grandes chaînes ignorent, et votre engagement nous aide directement à continuer ce travail. Nous avons des liens dans la description vers des sources primaires et des mémoires de pilotes. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé après la guerre. Les statistiques finales compilées après le jour de la victoire en Europe racontent une histoire que les manuels tactiques étudieront pendant des générations. Entre le 22 mars et le 8 mai 1945, les escadrons équipés de l'Eure ont obtenu 247 victoires confirmées, avec un rapport de perte de 6,2 contre 1 en leur faveur, le plus élevé de toute innovation tactique sur le théâtre européen. Environ 890 membres d'équipage de bombardiers ont survécu à des missions qu'ils n'auraient statistiquement pas dû survivre, directement attribuables à l'agressivité allemande réduite causée par les tactiques de l'Eure. Mais les histoires humaines comptent plus que les statistiques. Le lieutenant-colonel Joseph Dickmann, qui a autorisé le premier essai, prend sa retraite en tant que général de brigade en 1963. Dans ses mémoires non publiés, il écrit « Nous avons passé des années à développer de meilleures armures, de meilleurs canons, de meilleurs moteurs. Un sergent avec un diplôme d'art et une serviette a battu tout cela avec de la peinture et de la psychologie. La meilleure arme est souvent celle que l'ennemi n'attend pas. » Le capitaine James Red Holt vole la première mission l'Eure, puis 47 autres. Il survit à la guerre avec 12 victoires confirmées et une Distinguished Flying Cross. En 1987, parlant au musée de l'armée de l'air, il dit « Les gens demandent si j'avais peur, volant comme appât. Frère, chaque mission était effrayante, mais celle-ci, j'avais le contrôle. Je n'espérais pas que les Allemands me manquent, je m'assurais qu'ils me voient. Il y a du pouvoir dans cela. » Hub Zemke, le commandant légendaire qui a défendu la tactique, l'appelle l'utilisation la plus innovante de la guerre psychologique que j'ai vue au combat. Ces groupes de chasse adoptent les tactiques de l'Eure comme procédure opérationnelle standard, répandant la technique dans toute la 8e force aérienne. Et Daniel Weiss, l'artiste de Brooklyn devenu révolutionnaire tactique, il reçoit la Légion du Mérite pour conduite exceptionnellement méritoire dans l'exécution de services exceptionnels. La citation est classifiée jusqu'en 1991 et décrit son travail uniquement comme développement de techniques de camouflage avancées. Il demande son transfert vers des fonctions standards de chef d'équipe et refuse la promotion au rang d'officier 3 fois. Après la guerre, Weiss retourne à la publicité. Il ne parle jamais publiquement du programme de l'Eure. Quand il est retrouvé par un historien militaire en 1989, il donne une brève interview. « J'ai juste résolu un problème visuel. Les Allemands cherchaient des avions blessés, nous leur avons montré des avions blessés. Ce n'était pas du génie, c'était juste comprendre ce que les gens voient par rapport à ce qui est réellement là. C'est ce que la publicité m'a appris. Vous voulez que les gens voient ce que vous voulez qu'ils voient. Quand on lui demande s'il est fier de l'innovation, je suis fier que nous ayons sauvé des vies. Je ne suis pas fier que cela ait été nécessaire. » Le programme de faux dommages reste classifié jusqu'en 1991. Les forces aériennes modernes l'étudient toujours comme une étude de cas en réponse tactique asymétrique, utilisant la tromperie pour forcer des changements de doctrine ennemie sans supériorité technologique. L'armée de l'air israélienne a employé des tactiques similaires en 1973. La marine américaine a utilisé des profils de navires leurres pendant la guerre du Golfe. Mais peut-être le plus grand héritage vient d'une source inattendue. Une lettre écrite en juin 1945 par le pilote de B-17 lieutenant Robert McIntyre à Daniel Weiss. « Cher sergent Weiss, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Mais le 7 avril 1944, mon bombardier a pris de la flaque au-dessus de Magdebourg. Nous avons perdu 2 moteurs et sommes tombés derrière la formation. J'ai appelé des chasseurs, n'en attendant aucun. Au lieu de cela, 3 P-47 sont apparus, peints pour avoir l'air aussi endommagés que nous. Les Allemands sont venus. Vos chasseurs attendaient. Ils en ont abattu 4 avant que le reste ne s'enfuit. Nous 10 sommes tous rentrés chez nous. À cause de la peinture, à cause de la tromperie, parce que quelqu'un a réalisé que paraître faible quand on est fort est parfois la meilleure façon d'être fort. Nous nous marions le mois prochain, moi et une fille de Baltimore. Nous allons avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants. Tout cela parce que vous avez pensé différemment au camouflage.
Je ne vous rencontrerai jamais, mais je voulais que vous sachiez que votre idée n'a pas seulement sauvé des avions, elle a sauvé des avenirs. Merci. Lieutenant Robert McIntyre, 381e groupe de bombardement. L'innovation dans la guerre vient rarement des personnes censées innover. Elle vient d'outsiders qui voient les problèmes différemment parce qu'ils ne sont pas accablés par la façon dont les choses ont toujours été faites. Un artiste commercial a regardé le combat aérien et a vu un problème de tromperie visuelle. Les pilotes de chasse de carrière ont regardé la même situation et n'ont vu que des limitations tactiques. Le génie de Daniel Weiss n'était pas technique, il était perceptuel. Il a compris que la guerre concerne autant ce que l'ennemi croit que ce qui existe réellement. Les Allemands croyaient que les avions endommagés étaient vulnérables. Weiss a fait de cette croyance leur faiblesse. La leçon transcende la Seconde Guerre mondiale. Dans tout conflit, le côté qui contrôle la perception contrôle le champ de bataille. La position la plus forte n'est pas toujours de paraître fort. Parfois, c'est de faire croire à l'ennemi que vous êtes faible, jusqu'au moment où vous prouvez que vous ne l'êtes pas. 40 chasseurs allemands sont tombés pour des blessures peintes et de la fumée théâtrale en un seul mois. Ils sont tombés parce qu'ils ont cru leurs yeux. Et quelqu'un a compris que cette croyance pouvait être transformée en arme. Ce n'est pas seulement de l'innovation tactique, c'est comprendre la vérité la plus profonde du conflit. L'ennemi le plus dangereux est celui que vous sous-estimez. Et parfois, l'arme la plus puissante est un croquis sur une serviette par quelqu'un que personne ne s'attendait à changer.